l'archéologie expérimentale est une discipline de l'archéologie qui permet effectivement de proposer un outil pour comprendre un site de fouille qui produit effectivement du matériel archéologique, dans mon cas précis de la métallurgie, et ça permet effectivement de travailler sur des problématiques de production, de manière de faire, de dire, ben voilà, nous avons un four, nous avons des creusets, nous avons un certain nombre de matériel archéologique, et nous allons effectivement, grâce à l'archéologie expérimentale et aux domaines annexes, toutes les sciences qui vont s'attacher à l'archéologie aussi, donc l'archéométrie, les sciences pures, la chimie, enfin tout ce que les ingénieurs de matériaux, tout ça, l'histoire de l'art, la comparaison avec l'histoire de l'art, l'archéologie du site lui-même, toutes les autres informations que le site révèle. Et donc ça permet effectivement d'associer toutes ces disciplines autour d'une problématique et de se dire, ben voilà, j'ai un four de fusion et j'aimerais bien comprendre exactement le processus de fusion à un moment donné, sur un site donné, à une époque donnée. Donc ça permet effectivement de corroborer un certain nombre d'hypothèses, et puis ça permet d'écarter des hypothèses où l'on remarque que, ayant pratiqué ce protocole X fois, on remarque bien que ce n'est pas possible de faire cette hypothèse, de la réaliser, et donc on peut l'écarter définitivement. Et lors d'expérimentation, on a essayé de faire un processus global. En faisant ce processus, au démarrage, on a fait une cire qui est de la cire d'abeille ici. Cette cire d'abeille a été modelée, tout simplement, donc chaque fois c'est un objet unique. Et il a fallu effectivement faire en sorte que ce processus ait sa propre finalité, comme j'ai déjà parlé dans la définition, c'est-à-dire que l'on doit produire à la fin de la cire perdue un objet qui soit qualitatif directement. Pourquoi? Parce que simplement on n'a pas un certain nombre d'objets de retouche, soit on ne les connaît pas, soit en tout cas on n'en a pas de preuves archéologiques, et donc on s'est dit simplement qu'en simplifiant les processus contrairement à ce que l'on connaît, et en ayant cette finalité, en se disant, voilà, la potée doit répondre à plusieurs choses. 1, pouvoir être dessiré. 2, qu'on puisse couler dedans. 3, qu'à l'ouverture, on obtienne effectivement un objet qui soit le plus parfait possible. Et pendant 16 ans, on a vraiment cherché différentes techniques, combinées, grâce au musée, combinées à l'archéométrie et au site de fouille. Et voilà, le processus a donné ceci, c'est qu'autour d'une cire, on place une couche de terre. Comme vous pouvez voir, cette couche de terre n'a pas de craquelure, elle est parfaitement uniforme. Or, logiquement, toute argile, quand elle sèche, a 10% de retrait, donc logiquement, il y a des cassures. Bien voilà, c'est de la fermentation de la terre directement avec du crottin, qui nous a permis, après des mois de fermentation, de retirer une sorte je suis désolé, de jus un peu pas très propre, mais qui a une propriété de pouvoir sécher parfaitement et d'épouser la forme en fait, du bronze. Donc vous voyez bien que cette couche millimétrique va prendre toute la peau, toute la texture, mais elle permet aussi quelque chose qui est très très important, c'est de faire en sorte que l'air puisse sortir de la potée. Alors, une potée moderne, vous la coulerez comme ceci, avec un système d'évent sur le côté, qui permet de chasser l'air. Une potée antique, il n'y a pas d'évent. Et c'est la qualité de la terre qui permet à la fois de maintenir l'ensemble, de prendre la définition de la cire, et de faire en sorte que l'air puisse sortir à travers les différentes couches de terre. Donc, quand on a mis cette première couche, qui a demandé énormément de travail à trouver, vous avez une couche évent que l'on voit bien ici. C'est une potée qui a été complètement dessirée, qu'on a cassée volontairement pour pouvoir avoir un objet didactique. On voit bien que après le dessirage, la cire a disparu, donc on a un négatif dans une potée. Ce négatif a toujours une couche millimétrique que vous ne verrez pas, mais croyez-moi, qui se trouve juste ici. Puis on a une couche évent qui se trouve ici, qui est une couche qui possède énormément de crottin, qui va permettre de recevoir tous les gaz de combustion et l'air lors de la coulée. Ensuite, on a une structure végétale qui maintient l'ensemble lors de la construction de la potée. Et puis on a une couche qu'on appelle une couche de structure, qui est simplement une couche d'argile, qui permet de maintenir l'ensemble. Alors cette potée, quand elle est finie, elle ressemble à ceci. Voilà, c'est une potée non cuite. Elle va devoir effectivement, d'une part, se débarrasser de la cire pour pouvoir devenir un moule, en fait. Et c'est une technique de cirage qui est particulière, puisqu'elle demande à la fois d'enlever la cire, mais sans créer de choc. C'est-à-dire que la cire, évidemment, fond très rapidement. Si vous montez trop en température, vous créez un gaz. Si vous créez un gaz, vous avez une dilatation, donc vous cassez effectivement votre moule. Donc il faut partir effectivement de l'endroit ouvert pour progresser dans le feu, pour enlever au fur et à mesure la cire. En même temps, vous récupérez votre cire, parce que la cire coûte cher. Et c'est une question qu'il faut prendre en compte, c'est l'économie de moyens à l'époque. On ne gaspille pas le charbon, on ne gaspille pas la cire. Il faut un résultat qui soit rentable dans un sens, pas moderne, mais dans un sens pratique. Et donc on enlève au fur et à mesure cette cire. Puis après, on va la cuire, mais il faut la cuire uniformément. Si vous cuisez une partie, pas le reste, mais ça va casser, parce qu'il y aura une partie cuite et une partie qui est non cuite.
Ensuite, vous la retournez dans le foyer. Dans le foyer, vous allez voir effectivement que vous avez des gaz de combustion, une flamme qui sort. Et tant qu'elle sort, ça veut dire qu'il y a toute une partie de la cire qui s'est imbibée dans cette structure qui doit encore sortir. Et puis, vous la posez tout doucement et vous la mettez dans des braises, si possible sans flamme, pendant 5 heures. Et donc, c'est une phase de dessirage, c'est plus ou moins 5 à 8 heures de travail, ça dépend un peu de l'importance de la potée. On reste dans des potées de ce type-ci, hein. Je ne vous parle pas des grandes statuaires ou autres. Et après, vous obtenez effectivement bien une potée qui a été cuite. Vous pouvez voir effectivement que c'est un matériau qui est solide, qui va être mis dans du sable, qui va recevoir le bronze. Ce bronze vient effectivement d'un four rénant donc, qui a été fouillé, où on remarque qu'à l'âge du fer, il y a un changement de position de la ventilation forcée qui ne se fait plus au-dessus du creuset mais en dessous. Donc ça, c'est quand même c'est vraiment une importance quant à la montée de température. Donc c'est quand même quelque chose qui nous a permis de vraiment comprendre un processus de fabrication. Et puis quand on a effectivement ce creuset en argile qui contient du bronze et que l'on coule uniquement avec des objets en bois, donc on n'a pas d'outil, on n'a aucun outil particulier pour ça. On n'a pas aucune protection d'ailleurs. Les seules protections, c'est un peu d'argile autour des bras et c'est suffisant pour aller dans un four à 1200 degrés. On va couler effectivement le bronze dans ces potées et puis on va les décocher une fois qu'elles sont froides, puisqu'il faut attendre. Effectivement, il y a des diagrammes de phase, on ne va pas rentrer là-dedans, mais bref, le bronze a un comportement particulier au refroidissement. Et une fois qu'il est bien refroidi, eh bien, voici 2 objets qui ont été produits qui sont vraiment bruts de couler. Donc, c'est-à-dire qu'on a juste enlevé la couche d'argile, pas plus. D'ailleurs, il y a encore de l'argile dans certains endroits. Et on va voir la différence entre l'un et l'autre, puisqu'il y a des compositions, puisque le principe d'archilège mental est qu'on change au fur et à mesure le protocole pour essayer d'expérimenter et d'affiner effectivement cette compréhension. Voilà ce qui a été fait l'année passée. Et donc on voit bien qu'on a un objet qui est d'abord sans évent. On voit bien que les objets qui logiquement on en aurait besoin d'un point de vue moderne, bien, le bronze a eu le temps de rentrer dans toutes ces différentes petites parties, que la capacité de la Terre a permis d'une part d'avoir le fini directement, mais aussi de permettre une extraction de l'air, autrement vous aurez une absence de matériel ici. Et ça a permis effectivement d'avoir un objet qui, à part l'entonnoir de coulée, demande un tout petit peu de travail, mais un résultat presque parfait à la sortie.